Alors, re-bienvenue dans cette suite de vidéos. Du coup, on va parler un petit peu des Suns. Si vous n'avez pas suivi la première vidéo, on vous invite à aller la voir. On a parlé des Kings pendant un peu plus de 40 minutes. Pour le plaisir de la fanbase des Kings, maintenant, on va s'intéresser un petit peu plus à notre franchise de cœur, puisque c'est un peu la base de cette chaîne, les Phoenix Suns. Donc là, on tourne toujours le 17 avril. On n'a pas de budget, donc on a gardé les mêmes tenues. On n'a pas fait semblant. Hein. Et surtout, on n'a pas encore le résultat du deuxième match de play-in, donc on ne sait pas encore si les Suns sont en playoff, mais on croise les doigts. C'est surtout très important pour nous de revenir sur la saison régulière, de faire cette transition par rapport à la première vidéo qu'on a fait ensemble. Pour nous trois, les gars, je parle pour nous trois, mais de toute manière, cette saison a été une surprise. Mais quand on regarde un petit peu la vidéo en début d'année, toi, Simon, il y avait quand même un petit peu... T'avais un petit peu parlé de cette étincelle qui pouvait reprendre et tu étais pas aussi pessimiste que nous. Est-ce que tu étais surpris de voir une saison comme ça des Suns ? À ce point-là, oui, et surtout la constance. C'est-à-dire que sur certains matchs, vous soyez bon, etc. Ce qui m'a surpris, c'est la régularité, le niveau de performance assez constant. Parce que j'ai beaucoup vu, un peu moins après, mais j'ai beaucoup vu les Suns en début de saison, mi-saison, etc. Puis on en parlait avec Alex régulièrement et tout. Et une vraie régularité de bonne équipe, dans les performances, dans l'engagement, évidemment, aussi dans le niveau de jeu affiché. Et on a vite tous, je pense, dû admettre, et vous, je pense... avec une certaine allégresse, que Jordan Hott, on a donc tous dû admettre que Jordan Hott était une vraie révélation en termes de coach NBA, quoi. Oui, c'est sûr, sur la saison régulière, en tout cas, c'est une certitude. On a vu aussi, bon, forcément, quelques petites faiblesses d'un coach rookie, et c'est normal, il apprend aussi, comme la plupart de nos joueurs. Nous, messieurs, bon, même si on fera un gros bilan plus tard dans la saison, on est tous d'accord qu'on est surpris, on s'attendait pas à une saison aussi belle, surtout quand on avait comparé un petit peu les deux projets. Suns, Kings, c'était assez différent. On sortait à ce moment-là d'une saison catastrophique. On venait de cut Bradley Beal, de transférer Kevin Durant. Donc là, de finir à ce niveau-là, toi, Thierry, on va commencer par toi. Forcément, très satisfait, on est d'accord. Je pense que la seule équipe qui a été plus surprenante que nous cette année, c'est Boston, parce que on faisait partie des équipes, on entendait au fond et puis on est en haut. Oui, enfin, surpris, oui, il y a pas grand-chose à dire, même si je trouve que le rendu, à la fin, il est biaisé, parce que comme on a très rapidement squatté le haut et qu'on a... du coup, on a été dans la peau de quelqu'un qui veut vraiment faire les playoffs. Je trouve que la fin de saison fait qu'on reste un peu sur notre fin, alors qu'on devrait sauter au plafond. 45 wins, moi je sais même pas si je leur en avais mis 30. C'est vraiment bien. Après, ça a été les montagnes russes, parce qu'entre les blessures, ça a quand même... Enfin, tu vois, s'il y avait un insider qui sortait un bouquin sur tout ce qui s'est passé dans la saison, avec toutes les contraintes qui ont eu, qui ont été les nôtres cette saison, je pense qu'il y aurait de quoi raconter une belle histoire, parce que ça a été la saison où on a découvert plein de gens, plein de joueurs, parce qu'il n'y avait pas le choix, il fallait envoyer au feu. Et entre les rookies, les joueurs passés par les toués, etc., franchement, c'était une belle histoire. En tout cas, elle a été très, très agréable à vivre. J'espère que ça ne sera pas un plafond par rapport aux prochaines saisons, parce que ça laisse quand même beaucoup d'espoir. Et toi, Mathieu, sur cette saison ? Moi, j'ai mis encourageant. Et c'est vrai, et j'ai mis encourageant parce que tu partais tellement de rien, parce que je pense qu'on s'attendait tellement à rien, que ça a remis un petit peu de baume au cœur cette saison. Mais c'est vrai que je l'ai noté, le terme que tu viens de dire, Thierry, plafond. Moi, j'ai mis en négatif, j'ai mis plafond, mais je parle pas des Suns de manière générale, je trouve avec ce groupe-là. Mais ça, c'est mon avis, on en parlera peut-être après. Mais oui, moi, encourageant, première partie de saison, génial. Les jeunes, pourtant, les jeunes, on peut parler, mais alors il y a Ryan Dunn et Osso, surtout Osso, hein, qui est super intéressant cette année, mais même Malois, qui est Fleming, qu'on n'a pas beaucoup vu jouer, et en fin de compte, avec le peu qu'on a vu, on a quand même ce truc de se dire, moi j'ai déjà hâte de revoir Malois et Fleming l'année prochaine. Donc ça veut dire qu'ils m'ont fait quelque chose quand je les ai vus sur le terrain. Donc il y a ça, tu as le duo Gillespie-Dillon Brooks. Gillespie, on attend de nulle part. Le gars, il est déjà dans la légende des Suns parce qu'il a marqué il a battu le record de 3 points marqués à l'année sur une saison régulière. Le gars, il est dans les livres d'histoire des Suns. Exceptionnel. Dillon Brooks, mentalité. Je rejoins Simon qui parlait tout à l'heure, il parlait de la défense pour les Kings. En fait, c'est ce qu'il a apporté, c'est-à-dire il a amené quelque chose. Il a amené une vraie base pour les Suns. Et donc ça, c'est intéressant. Et Jordan Hott, qui pareil, je dis pas que sort de nulle part, mais globalement, coach rookie, super encourageant. Même, on est tous, hein, on a mis entre 30 et 25 victoires, la majorité cette année, on est à 45, comme il a dit Thierry, c'est quand même assez fou. Mais je suis d'accord,
c'est la fin la deuxième partie de saison qui est plus compliquée à cause des blessures, font que on n'a pas des doutes, on se pose des questions, mais on ne devrait pas s'en poser. On devrait être juste satisfait et reconnaître que quand même personne ne nous voyait ici, à au moins arriver à cette place-là, quoi. Toi, tu penses quoi, Simon? Est-ce que tu vois une équipe plafonnée? Est-ce que pour toi, c'est une année, on va dire, qui brille, mais que derrière, ça va rechuter? Comment tu l'analyses un peu cette année? Est-ce qu'elle est biaisée? Est-ce que... Un peu quand même, parce qu'en fait, comment dire, vous avez quasiment tout. La pièce est tombée du bon côté sur plein de trucs. Disons, tu as 10 trucs devant toi, vous en avez 8 qui sont bien tombés. Et il y a un peu de chance là-dedans. Il y a un peu... Donc, par exemple, avec le même groupe, on pourrait imaginer une saison un peu plus dure ou un peu plus, avec un peu moins de gars. Vous êtes un peu entre deux. Ce qui est marrant, c'est que je pense que le problème que vous avez, pourquoi vous sonnez aussi un peu, je comprends, un peu inquiet. Là où la pièce est mal tombée, c'est sur le truc principal. Vos deux meilleurs joueurs, en fait, ils font doublon. C'est Jalen Green et Devin Booker. Et franchement, ça, c'est un vrai problème. Mais vraiment, quoi. Et tout le reste, je trouve, ça va. Il y a des lacunes au poste de pivot. Vous n'avez pas la meilleure rotation de la ligue, mais en fait, c'est bien quand même. Et si tu te dis qu'en fait, Jalen Green, c'est un ailier, un poste 3-4, je pense que vous avez une équipe qui pourrait même d'un coup s'élever très nettement. Vraiment. Donc, il faudrait idéalement, ou alors il faut attendre le développement de Rashard Fleming, mais ça peut prendre trop de temps par rapport à Booker, etc. Il faudrait un coup de baguette magique, transformer Jalen Green, je ne sais pas qui, j'allais dire Brandon Ingram, j'en sais rien, tu vois. Non, c'est trop fort peut-être en termes de valeur, mais juste sur un poste d'ailier. Et franchement, là, d'un coup, votre équipe, je me dirais, mais elle pourrait être parfaite en un move, quoi. Mais le problème, c'est que ce move, il est en fait, comment tu fais, quoi. Il existe ce move. Toi, tu prendrais pas un meneur? Non. Moi, j'avoue que je suis plus sur un meneur. Tu as un deuxième scoreur à l'aile, un peu complet, mais quand même. En fait, tu remets Booker option 1 et tu as un vrai deuxième scoreur. Et tu gardes Dillon Brooks, tu gardes Fleming, tu gardes. Je pense que à la main, du coup, tu n'as pas besoin d'un bouffeur de ballon ou d'un gros volume scoreur et tout. Et je trouve que c'est plutôt bien d'avoir des mecs, des chiens de la casse, là, comme vous avez à la main. Ouais, Thierry, toi, t'avais une take peut-être à balancer sur un move, non? Ah oui, moi, si on doit en fumer, moi, j'ai un move. Enfin, on en a parlé plein de fois en off. Mais effectivement, je suis d'accord avec toi. Nous, notre problème, c'est si on est au complet, ça devient un problème. Parce que faire jouer Brooks, Green, Booker, Allen, etc., c'est mort. Donc je pense qu'il faut... en fait, notre truc, elle est là. C'est que c'est les blessures qui nous ont permis d'équilibrer l'équipe. En allant chercher Jamari Bouye en G-League, etc., d'avoir des mecs qui sont venus. Moi, j'ai un joueur, je vous le dis, j'ai un trade, je pense que j'appellerai New Orleans, et moi, c'est Zion. Hein. J'essaierai de les enfumer en leur envoyant un Green qui est un jeune talent et en balançant un talent, mais Zion Williamson, c'est un joueur que j'aimerais. J'avoue. C'est marrant, Thierry, je me permets de rebondir sur ce que tu dis. J'ai l'impression que tu serais d'accord avec ça. Si Jalen Green ne se blesse pas et joue que les 82 matchs, il y a moyen que vous fassiez une saison plus compliquée. Ouais, pas forcément plus mauvaise, mais plus compliquée parce que ce problème-là, c'est deux vrais shooting guards. En fait, tu peux pas. Ils sont pas assez versatiles ou leur gabarit permet pas de bricoler. Et, c'est vrai que c'est presque un mal pour un bien parce que l'équipe a dû fonctionner autrement et elle s'est trouvée comme ça. Après, on y a cru parce que quand il revient, il fait un match où il met 30 et quelques points. Ouais, bien sûr. Son premier match, et on se dit, mais en fait, ça peut jouer ensemble. Et tu sais, il y avait l'histoire, il y avait deux joueurs pendant des années, on a essayé de faire jouer ensemble et que ça ne fonctionnait pas. C'était Brand et Tatum. Et se posait toujours la question de dire, en fait, ils ne sont pas compatibles et il faut s'en séparer d'un. Et puis, tu arrives à un moment donné où les deux ont réussi à jouer ensemble. Mais là, je pense qu'ils sont trop près vraiment des mêmes postes. Tu ne peux pas les décaler. Green, tu ne peux pas le faire G3. Et Booker, je pense pas Et Booker, 3, non, mais je pense qu'il ne faut pas le faire jouer 2. Enfin, 1. C'est un 2, point barre. Ou alors, tu as un modèle où Green, il assure les postes 1, 2, 3, et c'est un méga super sixième homme, mais ça marche. 50 millions la saison, tu peux pas. Non, c'est compliqué. De toute façon, Zion Williamson, c'est... Ouais, ça donne envie. Puis il aura un peu moins de responsabilité. Ça sera pas leader de la franchise, ça sera Booker. Peut-être qu'il peut plus performer, pourquoi pas. Mais c'est vrai que le Jalen Green a été un problème à partir du moment où il est revenu. Hein. Clairement, on va pas se mentir. Et surtout, on en a parlé un petit peu dans ces dernières vidéos, mais c'est un poulet sans tête, le gars. C'est un bon scoreur, mais ça s'arrête là, quoi. Il est pas capable de faire une passe, il perd trop de ballons, même s'il est jeune, j'entends.
Mais moi, la question que je me pose, c'est vraiment qui veut de Jalen Green aujourd'hui? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, quoi. Je pense pas que- Ça dépend ce que toi tu veux en face, en fait. Oui, parce qu'il y en aura des candidats, parce que ça reste quand même un bon joueur, Jalen Ouais. Green demain. C'est pour ça que je parlais de New Orleans, c'est que demain, New Orleans, avec l'équipe qu'ils ont, si tu leur mets sur le backcourt un Jalen Green, je veux dire, il est jeune, il va scorer, les gens vont venir à la salle parce qu'il est quand même spectaculaire. C'est pas un cassos, quoi. C'est pas un gars ingérable qui fout le bordel et qui a des problèmes extra-sportifs. Tu vois, là où Jay Morant, c'est beaucoup plus dur à bouger aujourd'hui parce que son passif est difficile et pourtant, je pense, plus talentueux. Jalen Green, tu pourras le bouger, avoir une meilleure contrepartie. Les Suns, pour pouvoir bouger Jalen Green, si vraiment Jalen Green c'est ta pièce pour aller chercher un autre joueur, ils doivent viser des équipes. On le voit aujourd'hui, le marché, comment ça marche. C'est soit les équipes qui veulent faire partir leurs joueurs, ils en ont plus rien à faire des contreparties. On l'a bien vu. Je veux dire, on l'a bien vu. Ja Morant aujourd'hui va partir cet été. S'il part cet été, mais je pense qu'il partira là, c'est sûr. Son transfert va être ignoble. Je veux dire, ils vont rien récupérer parce que les équipes, de toute façon, là, elles sont dans le truc. On débarrasse. Il faut que les Suns aillent chercher. Et je trouve que les deux profils qui correspondent le plus, c'est Zion, parce que là, il a dit qu'il allait rester. Je pense que New Orleans, j'y crois pas du tout. Je pense qu'ils ont qu'un intérêt. Et je pense que Zion, il n'a pas tant la cote que ça. Je suis pas persuadé qu'il y a tellement de franchises qui sont dessus. Et le deuxième, moi je l'ai cité, c'est vrai que c'est Ja Morant. Je trouve que c'est la deuxième option qui, je sais pas si elle correspond le mieux aux Suns, mais je veux dire à part ces deux-là, le problème c'est que dès que tu veux aller chercher un autre profil, je peux citer Trey Murphy, mais Trey Murphy aujourd'hui, ce gars-là, en fait, il a trop la cote. C'est-à-dire qu'il est intouchable pour les Suns parce qu'il faudrait filer des pics. En fait, nous, il faut qu'on arrive à choper un joueur qui nous correspond plus que Jalen Green, donc à peu près au même niveau, même contrat, mais en fait, c'est-à-dire que l'équipe en face, elle te demande rien. C'est-à-dire pas de pic parce qu'on n'en a pas. Donc c'est compliqué. Donc aujourd'hui, tu as Zion, je pense que c'est jouable. Et tu as Ja Morant qui est dans les rumeurs des Kings en ce moment. C'est pour ça que je capte pas trop non plus, mais bon. Moi, j'aime bien Ja Morant, perso. Je trouve que ça collerait, je pense. Après, par contre, tu sais pas ce que tu récupères. Parce qu'au Dans un moins, Zion, vestiaire. tu sais ce que tu récupères là. Bon, Zion dans un vestiaire, je suis pas très fan non plus, hein, je t'avoue. Je préfère bon. Zion, mais là où c'est intéressant, c'est que si tu changes Jalen Green, en gros, en Ja Morant est plus complémentaire et plus utile tout de suite aux Suns que Jalen Green, en termes de profil de c'est jeu, clair. etc. Mais l'équipe devient quand même très équilibrée au niveau de comment tu la défends. C'est-à-dire que tu as un backcourt à défendre et le reste, ils regardent et ils attendent, quoi. Bah, faut que Dillon sera là, il faut que Fleming passe un cap. Moi, je pense qu'il y a moyen. Et le pivot, moi, c'est le pivot. Moi, la question, je vais vous le dire. Moi, on en refera un jour sûrement une vidéo pour l'avenir. Mais l'autre, moi, question qu'il faut se poser pour les Suns sur cette saison, c'est quid de l'avenir de Mark Williams? Qu'est-ce que tu fais de Mark Williams? Et ça Parce sera que notre allocation sur les prolongations globalement, parce qu'on a deux, voilà, trois. ça, on posera la question. Après, moi, je pose une question. Qu'avez-vous pensé? Parce que là, on parle vraiment de la saison. Moi, je suis un peu moins fan. Alors, on l'a dit, hein, Hott, c'est un coach rookie. Quand même, je veux dire, le dernier mois des Suns, je trouve que tactiquement, j'ai trouvé ça faible. Je suis pas très fan. On peut revenir, on peut parler là du match du play-in au moins contre les Blazers. Toi, Simon, je vais avoir ton avis. Je trouve encore une fois, ça fait un mois, on se tire une balle dans le pied, tactiquement en fin de match. Je trouve qu'on fait des mauvais choix. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, de la défaite contre Portland? C'est intéressant, Simon? Bon, déjà, quand même, hommage à Portland, ils font un vrai bon gros match, mais il y a eu il y a deux trucs qui m'ont gêné. Il y a Jalen Green prend trop de place. Et tu as l'impression. Et c'est pas que de sa faute, mais voilà, on le voit trop. Moi, j'ai trouvé qu'on voyait trop au fur et à mesure du match Jalen Green dans ce match. Et Dylan Brooks s'est mis trop tard sur FDR. Ça, cette match, j'aurais dû commencer par là. J'ai pas compris les choix défensifs, quoi. Et après, une fois qu'il s'y colle plus en fin de match, de ce que j'ai vu, mais en fait, Avdia est déjà chaud, quoi. Ah bah oui, tu l'as mis en confiance. Hein. Tu l'as mis en confiance sur le match. Hein. Donc c'est vrai qu'il y a des erreurs, tu as raison, c'est de la stratégie, de la tactique, etc. Après, pendant le match, et surtout depuis qu'il est fini, et là on est un peu dans l'attente au moment où on tourne Du deuxième match, face aux Oui, Warriors. et puis comment va finir votre saison, tout simplement, est-ce que vous allez en playoff ou pas. C'est vrai que ne pas aller en playoff serait une énorme déception, mais la saison est déjà très positive, et se retrouver là, si c'est en disant, bon, bah, on a perdu les deux matchs chez nous, du play-in, ou on a perdu le premier, on a machin, et on va... Parce qu'il faut être réaliste aussi, si vous allez en play-off, là, ce sera en 8e place. Bon, je vous aime beaucoup, hein, mais... Ah bon, on va prendre 4 WC. Hein. Tu vois, donc c'est pas dramatique pour moi, mais là où tu as raison, c'est qu'en dehors, voilà ce que je voulais dire, je me suis mal exprimé, en dehors de l'issue de ce match,
Ce qui est chiant, c'est d'avoir vu des vrais. Alors que Hutt, à un moment, on était déjà prêt à faire une statue. C'est quoi On a chopé le nouveau Spolstra. Et là, d'un coup, t'es là, genre, ah merde. C'est ça qui est emmerdant, je trouve, encore plus que l'issue du match et tout. C'est de le perdre parce que finalement, tu te dis, le coach n'a pas assuré, quoi. Ah, mais parce que t'es complet, encore une fois, à part Allen. C'est le vraie difficulté, C'est c'est fou, quand hein. on est complet, on n'est pas équilibré. Et on l'a vu toute la saison, sur la saison. Hein, c'est des joueurs qui jouent moins aujourd'hui, qui nous ont beaucoup apporté sur cette saison. Et ça, c'est problématique. L'absence de poste 4 aussi, on le voit, c'est problématique aussi. Parce qu'on a des joueurs qui sont capables de jouer 4 pendant 10-15 minutes, mais sur un match complet, ça devient difficile. Ouais, après, c'est les lacunes identifiées en début de saison qu'on n'a pas trop vues dans la saison à cause de ses absences. Mais bon, ça remet pas en cause la saison. On parlait un petit peu de Jordan Hutt. Rapidement, on est tous d'accord pour dire que Jordan Hutt, entre guillemets, est le coach de l'avenir pour nous. C'est un mec qu'on est censé avoir des années dans la franchise, non ? Je sais pas, vous en pensez quoi ? C'est peut-être un peu trop tôt pour se prononcer, mais ça va vite, ouais. Grosse satisfaction quand même du point de vue du coach. Je crois qu'aujourd'hui, il est top 3 dans la course au coach de l'année, ce qui est quand même intéressant. Il est pour moi en grande partie le responsable, entre guillemets, mais c'est grâce à lui que les Suns aussi ont pu faire une saison aussi performante, tu vois. C'est un peu l'architecte de cette saison. Thierry, t'en as parlé juste avant Simon. Thierry, c'est souvent le parallèle avec Eric Spoelstra à Miami. Est-ce que tu penses toi aussi que c'est un coach qu'on peut avoir peut-être sur, je sais pas, 7, 8, 10 ans dans la franchise des Suns, c'est que ça devienne vraiment un mec historique pour la franchise comme l'a pu être par exemple Mike D'Antoni dans le passé, ce genre de choses, quoi. Ça peut, c'est possible, mais en fait, il démarre tellement vite que... C'est vrai que ça va vite. Toi, Simon, t'en penses quoi, toi ? C'est hyper dur de se projeter. Il y a plein. Parce que, oui, mais en fait, tu peux imaginer aussi un scénario où en fait, vous faites le bon trade pour Jalen Green, vous devenez hyper performant, et en fait, vous plafonnez 2 fois, tu vois, au deuxième tour des playoffs, et ça déçoit tout le monde et tout. Et Jordan Hutt, il paye parce qu'en fait, vous êtes vraiment très ambitieux. Et quelque part, quand tu deviens trop fort, c'est aussi dur. Là, c'est ça qui est chiant en NBA. Quand tu as un coach comme un Jordan Hutt, tu as 2 manières de te faire virer. Tu as par le haut, par le bas. Si tu redeviens nul, tu vas te faire virer. Mais si tu deviens très fort, mais que tu plafonnes, alors que forcément, tu sais pas pour grand-chose, c'est ce qu'on dit toujours, t'es le premier fusible. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, il y a un monde aussi où Jordan Hutt ne dure pas 10 ans aux Suns parce qu'en fait, il rend les Suns très bons, mais il n'est pas capable d'être un coach calibre finaliste, champion NBA, tout ça et tout, et il se fait virer parce que le proprio dit en fait, c'est à cause du coach qu'on joue pas le titre et on fait venir un non ronflant du coaching. Et petite aussi question, on en a parlé du coach, mais parce que ça va être très rare dans l'Arizona pendant les futures années. On a quand même 2 rookies cette année, Rasheer Fleming et Kaman Maluar. Nous, pendant longtemps, on a été frustrés de quasiment pas les voir jouer. On les a vus un petit peu en fin de saison, mais moi, je reste encore sur ma faim. J'aurais aimé les voir jouer un peu plus. Toi, j'aimerais avoir ton avis, Simon, sur ces 2 joueurs et sur aussi la place qu'ils ont pris dans cette équipe, dans le roster. Est-ce que toi aussi, tu penses qu'ils n'ont pas assez joué ou que c'est l'évolution normale d'un nouvel arrivant à NBA, d'un rookie, quoi? Je pense que le fait que en fait, comme vous avez fait une bonne saison et que fallait gagner des matchs et tout, compliqué pour le coach de commencer à faire jouer des rookies qui font par définition des erreurs de rookies. Et par contre, dès qu'il a pu, entre guillemets, et que ça s'est ouvert, il les a fait pas mal jouer en deuxième partie de saison. Ce qui fait que moi, je les ai un peu moins vus. J'ai surtout suivi un peu plus votre première partie de saison. Par contre, je peux vous dire qu'Alex, il est à fond la caisse sur Rasheer Fleming. Nous aussi, on est plein de balles dessus. C'est l'avenir. Se projette dans 2-3 ans, le mec. Mais moi, du coup, je suis allé regarder quand même. Je me suis dit, ok, Alex, il est amoureux des Suns, mais il n'est pas complètement délirant. Effectivement, c'est impressionnant. Le profil est pile dans ce qui. En gros, tu as l'impression d'avoir Pascal Siakam 2.0 dans 2 ans, quoi. C'est vrai. Et en plus, là, mais ouais, même tout va bien, saison, tu vois. Mais, et du coup, pour moi, c'est le 4 parfait, Pascal Siakam, si on prend en archétype, tu vois. C'est ce que tu veux d'un poste 4 dans le jeu NBA, dans tous les systèmes de jeu là, qui sont en place, qui sont pas si. Ça joue différemment d'une équipe à l'autre, mais globalement, il y a quand même un méta du jeu actuel en NBA qui est. Tu as une star qui porte la balle et tu as des role-players qui sont des 3&D autour. En fait, que ce soit un pivot ou un poste 2 ou 3, c'est ce qu'on demande maintenant, vraiment. Et du coup, Fleming, il est voilà. Maluar, c'est plus compliqué parce qu'il est, c'est une bête physiquement. Enfin, oui, c'est Elastic Girl. Ouais, et même en NBA, je me suis dit, ah ouais, c'est quand même un monstre en fait pour son âge et tout, parce que même en NBA, je sais pas si c'est vous, ça vous a. Il est imposant. Ouais. Il a une ouais, dans la envergure défensive. Oh ouais, c'est un truc de malade.
Et puis il est pas. Moi, tu vois, quand Mo Bamba commence en NBA, il y a un côté frêle, il y a un côté un peu Bambi, Bambi on skate là sur le lac. Tu vois, au niveau des appuis et tout. Je trouve Maluard, il est déjà solide. Oui, ouais. Après, Jordan Hott a été reconnu, notamment du côté de Cleveland, hein, pour l'évolution d'Evan Mobley, pour l'évolution des jeunes. Je pense qu'aussi dans l'évolution de Fleming et de Maluard à l'avenir, on l'a vu cette année d'Oso Ighodaro, voire de Ryan Dunn, même si je trouve qu'il joue pas assez. On sent que le mec, il est bon, très très bon pour faire évoluer des jeunes. Nous, je pense qu'on est d'accord avec Alex, les gars, hein, quand on parle de Fleming en l'encense, pour moi, c'est le poste 4 d'avenir de cette franchise. Il commence à mettre un petit peu ses 3. Il est très bon défensivement, il gobe du rebond. Enfin, pardon, en plus, à côté d'un Booker, pour moi, on est tous amoureux de ce joueur qui, pour moi, est l'un des styles de. Alors, c'est trop tôt quand tu regardes juste la saison, mais je pense dans l'avenir, ça va peut-être être l'un des styles de cette draft parce qu'on le prend en 31e. Bon, les gars, on est d'accord, hein, Mathieu, Thierry, Fleming, on est amoureux, nous, hein, clairement. Bah, moi, Fleming, de toute façon, c'est comme tout plein de joueurs. La différence, c'est s'il arrive à créer son propre shoot. C'est ça qui fera que ça devient un grand joueur ou pas. Mais en tout cas, pour le peu qu'on a vu, déjà, il n'a pas peur d'y aller. Moi, je l'ai vu plusieurs fois essayer d'y aller, attaquer le cercle. En plus, je l'ai trouvé pas maladroit du tout, hein. Il a une bonne finition. Donc, je veux dire, il a les bases. C'est-à-dire qu'il a ce qu'il faut. L'envergure, elle est folle. Défensivement, même en 1 contre 1, combien de fois il fait perdre la balle parce qu'en fait, il est malin. Même quand il est en retard, il a tellement une envergure, il revient. Donc, c'est génial. Moi, je suis triste de ne pas le voir actuellement. Et quand on me dit oui, parce qu'il est rookie, bah, moi, je suis désolé, j'ai trop de mal avec cette excuse de rookie. Je viens de voir Edgecombe, énorme. Alors, c'est pas le même niveau, peut-être, mais je veux dire, je pense sur 10-15 minutes, il est capable. Donc, rookie, j'adore. Malouak, j'adore, mais moi, j'attends voilà, les prolongations, hein. Moi, c'est Mark Williams, hein, qui va jouer par rapport à l'avenir de Malouak. J'ai du mal. Je, je- je- Si tu gardes Mark Williams, ça veut dire quoi? Que Marlois, qui va encore finir troisième, il va pas jouer, quoi. Ça me saoule un peu. Donc, mais je trouve qu'il a du potentiel. Faut ce gamin, et il joue, Malouak. On l'a vu au début, les premiers matchs, on s'est dit, ah ouais, il manque d'expérience. Et au bout de 10 matchs, on a fait genre, putain, mais en fait, bon, bah, ce serait bien qu'il joue Malouak parce que, en fait, il fait 3-4 comptes par match. Il commence à capter un petit peu. Donc, tu te dis, ce gars-là, il doit jouer. Donc ouais, les rookies super, mais je suis d'accord, on peut parler d'Osso aussi. Quelle évolution pour Osso Godaro. Et j'en laisse une. Merci Thierry, lors de la dernière vidéo, où tu as défendu Ryan Dunn, parce que je me suis fait attaquer, j'exagère, mais sur Facebook par un autre fan des Suns, en disant oui, Ryan Dunn, Mathieu, gna gna, surcoté. Non, mais Ryan Dunn, c'est un très bon joueur qui doit jouer. Oui, c'est pas un scoreur de fou, mais qu'est-ce que tu t'en fous d'avoir un scoreur de fou dans l'équipe tout le temps? Il te faut un mec qui défend, qui se bat, qui va chercher le rebond. Et je trouve que ces quatre-là, qui sont nos sophomores et nos rookies, Jordan Knott, il les a fait progresser cette année. Et c'est que du kiff. Donc ouais, mais Fleming, moi perso, je suis fan, j'aimerais déjà le voir beaucoup plus. Toi Thierry, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, j'aime beaucoup Fleming, je pense qu'il faut être patient. Mais on peut être patient, tu vois, tu parlais de shoot. J'ai pas forcément besoin qu'il crée son propre shoot, parce qu'aujourd'hui, quand tu es avec Brooks, quand tu es avec Booker, etc., on va pas te le demander. Moi, déjà, s'il met ses 3 dans le corner, un peu une sorte de Bruce Bowen, c'est-à-dire capable de sanctionner quand il est seul et après être très dur sur l'homme parce qu'il a des bras immenses. C'est une pieuvre, hein, et donc, moi, c'est un joueur qui pourrait très rapidement, dans un an, enfin, la saison prochaine, qui pourrait très rapidement devenir starter. Par exemple, ça me choquerait pas du tout. Voilà, il est prêt. C'est surprenant. Je ne sais pas quel plafond il peut avoir parce que je suis assez surpris que ce joueur-là, quand même, il est atterri que fin premier tour, début de deuxième tour. C'est un joueur qui aurait pu être drafté plus haut, en tout cas. Pour Malouak, moi, je suis beaucoup plus optimiste que vous. Moi, ce que j'ai vu sur la fin de saison, ça en fait déjà un backup. Aujourd'hui, il est capable de faire ses 15 minutes, 15 minutes sans problème. Il s'est épaissi, c'est cohérent, il a une influence parce que regardez les joueurs quand ils rentrent dans la raquette, ils font un peu ils sont obligés de lever vraiment les shoots ou de faire demi-tour. Donc c'est déjà une dissuasion, en tout cas, voilà. Donc je pense qu'on a bien réussi cette draft. Voilà, plutôt bien. Je suis déçu, moi, par contre. Alors après, c'est vrai des blessures, mais je suis déçu on en a très peu parlé cette saison, mais de ne pas avoir plus vu Kobe Brea sur la saison parce que c'est un bras extraordinaire. Et il y en a qui ont fait des carrières sans être forts défensivement, qui ont fait des vraies carrières. Et voilà, c'est peut-être un jeune à peaufiner. Mais en tout cas, écoute, au niveau des jeunes, moi, je suis plutôt content. C'est des joueurs qui ont déjà validé le fait de mériter d'être en NBA. Maintenant, il faut bosser parce qu'une bonne première saison, c'est souvent plus facile. Confirmer, c'est beaucoup plus dur. Ouais, 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 vas-y Simon, vas-y. Non, je pensais à Ryan Dunn quand on a dit ça. Tu vois, je trouve la deuxième saison plus emballante que la première, par exemple. Hein. C'était pour rebondir sur ce que disait Thierry.
Moins de temps de jeu parce que dans la première saison, il joue aussi par défaut. C'est qu'il y a personne sur son poste. Mais le problème, là, tu disais pour Malouak d'être backup, parce que je suis grave fan. Hein. Mais c'est-à-dire qui est sacrifié alors dans l'histoire? Moi, je sacrifie personne. Pour une bonne et simple raison, c'est qu'on s'est mis à poil pour aller chercher un pivot et qu'aujourd'hui, il vaut mieux le prolonger pour quitte à le retrader dans la saison parce qu'il a une valeur. Hein. Ouais, bien sûr. Et, je suis d'accord. Pourquoi pas repartir avec ces 3 pivots-là? Ouais, mais c'est-à-dire que tu mets Osso en 3e option et il joue plus? Parce que moi, ça me fait mal. J'adore Osso, moi. Bah oui, mais je fais un mix. Je fais un mix aussi. On sait que les blessures, Mark Williams, il est souvent blessé. Enfin voilà, une saison c'est long. Malouak, à un moment donné, il aura besoin de souffler parce que ça sera compliqué. Voilà, et ça reste encore de l'apprentissage. Donc, être armé sur 3 pivots de cette qualité-là à ce tarif-là, bon, je pense qu'il faut. Il y a d'autres postes à aller éliminer avant de se pencher sur les cas des pivots. Après, à ce tarif-là, Mark Williams, faut le prolonger cet été. Il faut voir ce qu'il demande. Hein. Ouais, après, il va pas te prendre 30 millions la saison, je te rassure. Hein. Non, il y a intérêt. Hein. Je suis d'accord, et puis tu tires profit du fait que les autres sont en contrat encore vraiment. Le rapport qualité-prix est très bon du coup. Oui. Donc en fait, si tu vois que Mark Williams, tu risques de un poil le surpayer par rapport à sa valeur, mais là où Thierry a raison, si tu prends ta rotation de 3 joueurs, enfin ce que tes 3 joueurs au poste de pivot pour la thune qu'ils vont te coûter l'an prochain, en re-signant Mark Williams sans péter la chic, t'es très bien en fait du coup. Ouais. C'est vrai. Tu additionnes les 3 salaires et tu te dis ma rotation, avec en plus le jeu des blessures, etc. C'est Iguodaro, Mark Williams, enfin j'ai pas l'ordre, hein, mais c'est Iguodaro, bref, vos 3 pivots, Maluard, pour t'additionnes les 3 contrats et tout. Je pense que vous êtes très bien du coup dans l'équation poste de pivot. Ouais. Bah pour moins de 20 et la Bali, t'as un millions. mec à développer, t'as un vrai titulaire NBA et t'as Iguodaro, tu sais pas exactement. Iguodaro, moi je trouve qu'il a changé de catégorie cette année. Oui. Ah, je trouve que c'est devenu un backup NBA, tu vois, je vais pas dire presque c'est sûr, mais pour moi, tu vois, il s'est gagné peut-être un futur contrat NBA. C'est ça que je veux dire aussi, tu vois. Ah oui, complètement. Moi, j'ai l'impression qu'il y avait des choses un peu éparses et des flashs de choses assez différentes, ce que je vois atypique quand même, et que cette année, ça s'est compacté et c'est devenu un profil un peu complet et tu comprends ce que tu as avec Iguodaro et tu te dis que ça vaut la peine de le payer pour qu'il joue clairement en NBA. Il est un peu atypique, mais finalement, il est facile à shooter, en fait. Moi, je trouve c'est pas un vrai joueur de compromis. Voilà, il va pas s'écarter shooter, mais tout le reste et tout, il sait faire. Donc, et en plus, je sais pas, pardon, mais moi je l'aime bien en fait. Je trouve qu'il a une personnalité, il a un truc assez attachant, il est assez. C'est un gros bosseur. Ouais. Gros bosseur. Je sais pas. Il y a un monde dans lequel il peut devenir spécial, je pense, Iguodaro, parce que il a quand même un QI basket assez. Très bonne passe, très bonne main. Moi, au début, je pensais que son plafond, c'était un petit. Je crois qu'il est aux Raptors maintenant, c'est Trey Jackson Davis, le pivot. Ouais. Je croyais qu'il avait le même profil et je me dis, c'est ça son plafond. Pivot énergique, pas très grand, mais qui dunk. Et en fait, il a une vraie vision. Les passes, le jeu, il fluidifie le jeu. Et ce Iguodaro, on peut presque s'en vouloir de dire, putain, pourquoi il fait pas quelques centimètres de plus? Parce qu'il y a du talent, quoi. Non, franchement, c'est intéressant. Et puis, il n'a pas peur d'aller au cercle. Là, je trouve, il a encore progressé. Cette année, je vois des choses, je me dis, ah ouais, tu sais, c'est vraiment ce genre de joueur, tu te dis, ah ouais, mais il faisait pas ça l'année dernière. Et tu te dis, mais c'est quoi son plafond? Parce qu'il a l'air de vouloir encore monter, quoi. Messieurs, dernier petit point pour parler des Suns, qui est peut-être pour moi le point clé de cette saison. L'année dernière, on s'est quitté avec un Kevin Durant échangé du côté des Rockets contre Dillon Brooks et Jalen Green, et du coup Maluard par la suite. Est-ce que la meilleure nouvelle de cette saison, ce serait pas monsieur Dillon Brooks? Est-ce que c'est pas le joueur qu'il fallait aux Suns? Est-ce que vous en attendiez autant de son arrivée aux Suns dans la mentalité, dans l'évolution défensive de certains joueurs, voilà, dans les petites confrontations avec LeBron James ou Draymond Green, on adore toujours. Mais est-ce que c'est pas le joueur qui a fait basculer un petit peu cette équipe et qui peut-être aussi nous a fait gagner beaucoup de temps dans cette reconstruction rapide? Je sais pas, Simon, toi, ton avis sur Dillon Brooks, déjà au moment où tu l'as vu dans le transfert, qu'est-ce que t'en as pensé? Et au vu de la saison qui vient de se passer, est-ce que tu as le même avis, quoi? Non, il faut être honnête, au moment du transfert, tu peux pas imaginer qu'il a un impact aussi positif. Avec Robin, je crois qu'on lui donne. Ah non, on le mentionne. Non, en gros, je sais plus le nom de notre trophée débile là, mais on a expliqué que Dillon Brooks, c'est peut-être le mec qui a fait changer. Comment dire? Dans le microcosme NBA, dans les observateurs et tout, c'est sans doute l'un des joueurs sur lequel le plus de gens ont changé d'avis. Oui. Et que ce soit
je parle là vraiment affectivement, c'est-à-dire qu'il est passé d'un espèce de boulet casse-couille, presque un mème sur un terrain de basket. On en avait oublié ses qualités de basketteur. Donc on est aussi coupable de ça. Je pense qu'on avait, au moment du trade et un peu avant, on était resté sur la fin à Memphis qui est pas belle et un peu, on avait fait de Dillon Brooks un peu un gimmick et on avait oublié ce qu'on voit parfois avec Team Canada parce qu'il est plus responsabilisé. On oublie ça, mais rappelez-vous, quand on voit Team Canada, peut-être moins maintenant, mais il y avait quelque chose qui ressemblait déjà un peu plus à son utilisation que Jordan Hunt en a fait aux Suns. Par contre, moi j'ai vu quelques matchs où c'est quoi les fade-away C'est une dinguerie. Ouais, ça par contre, il n'y avait pas. Tu vois, genre, il y a eu un moment où tu te dis, mais qu'est-ce qu'il a en fait il rentre des trucs. Je sais pas, il allait cibler des mismatchs, il allait prendre son 1 contre 1, pouf, 2 dribbles, poum poum, un coup de cul, fade-away, ça rentre, t'es là, genre, mais qu'est-ce qu'il a quoi. Après, attention, parce que Dillon Brooks, je pense aussi que c'est ce genre de joueur, il y a un petit côté. On la connaît un peu, la courbe. C'est-à-dire que il arrive, machin, lune de miel, parce qu'à Memphis aussi, à un moment, c'est le chouchou du public et tout. Puis en fait, comment dire, si ça tourne mal les choses, c'est pile le profil de bouc émissaire. C'est-à-dire que si vous, par exemple, l'an prochain, vous faites une saison de merde, que tout va mal, les pièces tombent du mauvais côté, et que lui, il continue, entre guillemets, à fixer les mascottes les yeux là avant les matchs, et à prendre la tête à tout le monde, et qu'au bout d'un moment, il reprend une technique qu'il ne faut pas contre je sais pas qui, Doncic, qui vous met 60 points. Vous voyez ce que je veux dire? Il est tellement... Ça peut être le meilleur comme le pire en fait. Bah, il a ce côté... ouais, c'est un personnage hein, quand même. Mais là où... Cette année, j'ai l'impression quand même qu'il a il a cadré il a un peu mieux compris comment être lui-même et ce personnage, comment l'incarner sans devenir une distraction ou sans même se foutre en danger. Il a quand même pris moins de technique et de tout ça, non, cette année, moi, j'ai l'impression. Il a pris 17, Il a moins je crois. foutu la merde, pour être honnête. Il a pris 17, je crois, je sais plus. Ouais, c'est quand même le numéro 1 de la ligue. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est moins pire qu'à Houston. Où il a réussi à transformer ça un peu plus en vraie dureté sur le terrain, un peu genre PJ Tucker, on va dire, et tout, plus que la bagarre, quoi. Parce Oui, que c'est je ça. pense. Puis, Ouais. il a pris des Vas-y. techniques. Il a pris des techniques aussi parce que malheureusement, t'as la réputation qui va avec, tu vois. Donc Ouais, bien sûr, non, et puis c'est la son plupart rôle, des joueurs n'auraient jamais pris de technique pour ça, mais vu que c'est Dillon Brooks, il prend une technique. Après, voilà, c'est ce qui a aussi peut-être donné cette énergie. Ouais, mais Moi, ça, c'est comme Ludor. Ah oui, machin, parce exactement. Que, voilà, ouais. Et c'est important dans la première partie de saison qu'en plus toi tu as regardé Simon, t'as vu la défense des Suns en début de saison, c'était une dinguerie quoi. On était derrière OKC, la meilleure équipe à l'interception, enfin on volait des ballons dans les mains. Vos 2 premiers mois défensivement, c'est n'importe quoi. On était mais insupportable. Donc c'est vrai que pour moi ça vient aussi un petit peu de lui et j'espère que ça va pouvoir continuer et peut-être qu'il a gagné en maturité aussi pour évoluer dans ce niveau-là. Toi Mathieu, tu allais dire quoi? Bah, est-ce que justement là, il n'a pas pris ce rôle de grand frère? Qu'avant, Ouais. il était dans le même délire, alors que là, on lui a dit, bah, tu sais quoi, là, tu as des jeunes, tu as Ryan Dunn à former, tu as Gillespie, et des gars comme ça, et en fin de compte, bah, il les a pris tu sais, autour de lui, il a dit, bah, les gars, vous allez devenir comme moi, je vais vous apprendre ce que c'est. Et puis, il a dû se dire, et peut-être aussi ce côté, genre un exemple là. Vraiment, je vois qu'il y a un projet. Je pense qu'ils ont dû lui dire, vas-y, Dylan, je veux dire, t'es une des têtes de gondole de ce projet. Donc peut-être il a dû se dire, là, tu sais, ce côté où vraiment on te donne des responsabilités. Et là, je pense, ouais, il a pris de la maturité. Il a pris de la maturité, il a progressé. Tu l'as bien dit, Simon. Je veux dire, il fait sa meilleure saison en carrière en pourcentage au shoot, au scoring. Enfin, je veux dire, il a montré des choses. Moi, je l'ai vu, j'ai eu de la chance de le voir face à Détroit où il met 40 pions. Je veux dire, enfin, je veux dire, c'est incroyable. Je veux dire, tout le monde ne peut pas faire ça. Donc, non, vraiment intéressant. Dylan Brooks, c'est un plaisir, quoi. Franchement, je veux dire, c'est peut-être lui qui aide encore plus cette saison. Vraiment, vraiment. Peut-être, c'est triste de dire, mais c'est le transfert gagnant comparé à Jalen Green. Dire qu'en fait, tu Oui, t'en es en train de se c'est dire, le putain, meilleur joueur qu'on a heureusement. récupéré. Moi, j'avoue, quand on a eu Dylan Brooks, j'étais genre, ah, je suis content d'avoir Dylan Brooks plus que Jalen Green. Quand même, je l'ai eu ce sentiment, tu vois. Ce qui est pas normal en soi, tu vois, dans l'idée, en termes de talent. Mais Dylan Brooks, tu sais ce qu'il va te donner tout de suite. Et ça, c'est ce qu'on avait besoin. Les Suns, ils avaient besoin, et je pense qu'on a en plus des jeunes qui sont réceptifs à ça. Et ça aide. Donc, ouais, Thierry, toi, t'en as pensé quoi? Toi, désolé, Quentin. Vas-y, je vais dire la même chose, t'inquiète. Bah, est-ce que c'est pas parce qu'il pour la première fois de sa carrière, il arrive avec un leader plus âgé que lui? Puisqu'en général, les leaders, c'était des jeunes. Et il n'a pas eu, il n'avait pas forcément ce rôle là. Donc, moi, je trouve que c'est un effectif plus stable en termes de caractère, parce que du coup, Memphis, c'était quand même une poudrière, même s'il y avait du très bon joueur, hein, c'est pas le souci. Houston, c'était extrêmement jeune, même si sa saison est belle l'année dernière. Voilà, après, tu le sais, enfin, je veux dire, sur le dernier match, quand il regarde l'arbitre et qu'il l'applaudit pendant 30 secondes en le fixant, bah, il met une technique, bien évidemment. Mais tu le sais qu'il va te frustrer, en fait, sur ça.
il est très frustrant et tu le changeras pas. Mais c'est un joueur clairement que, oui, je suis d'accord avec Simon, c'est un joueur que tu aimes, mais que tu finis quand même par détester parce qu'à un moment donné, il va faire une dinguerie et on va lui mettre sur le dos. En fait, il fera la même chose, mais si ça tourne mal, ce sera lui le bouc émissaire, c'est Ouais. évident. Par contre, je pense qu'il est, il est en le plafond. grand frère et en même temps le rôle d'un leader plus âgé que lui, c'est très vrai tout ça. Mais c'est vrai. C'est vrai qu'il a pu, il doit même lui se dire, en fait, je passe un peu pour un con, j'ai 27 ans, je sais plus quel âge il a, j'ai machin. C'est plus la même chose que quand il faisait TikTok à Memphis, quoi. Ouais, exactement. Mais je pense que par contre, offensivement, on est sur un plafond. J'espère parce que sinon, parce que là, c'est. Même limite, ouais. Mais non, mais de manière à l'anticiper, parce que dans le jeu, il faudra les tickets shoot, il faut faire. Alors, là, début de saison, il n'y a pas Green, mais il a 22 shoots, il prend un. Ça peut vite devenir handicapant. Non, mais effectivement, l'idée, c'est d'échanger, on en revient à ça. Tu échanges Green contre un ailier, tu baisses un peu le nombre de tickets shoot de Dylan Brooks, c'était bien, en fait. Dans ta répartition d'équipe, tu as tes 3 pivots, tu as tes chiens de la casse à la main, ou les mecs autour, là, tes role-players, quoi, en fait. Et tu as une vraie, je pense, tu as une vraie super équipe. Hein, mais, Ah ouais. Le problème de tout ça, c'est que, en fait, là, l'effectif qu'on a là, à la limite, tu peux peut-être bouger Jalen Green et ou Grayson Allen, Russell Hill, voilà, ok. Mais derrière, tu sais que cette équipe-là, elle est partie pour 5 ans. T'as plus un pic de draft, sauf si tu transfères Booker un jour. Mais voilà, tu sais que ta base, elle est là. Aujourd'hui, la base, on l'a. Tu vois, pour faire un petit peu le bilan, on a cette base. Il va falloir faire avec, malheureusement. Hein. Tu feras des coups, parce que demain je veux venir jouer dans cette équipe-là, ça va attirer certains joueurs. Hein. On va pas se mentir, tu viens jouer. T'as certaines garanties, en fait. Donc, je pense qu'un joueur qui a envie de se relancer ou voilà, peut très bien venir dans cette équipe et apporter son petit plus. Tu n'attireras pas de gros poissons et de toute façon, financièrement, tu n'as pas les moyens sur une signature, mais je pense que sur de la free agency, plus le coach. On oublie toujours, mais ça part du coach. Le cadre, le club, la ville. On sait que Phoenix, c'est un endroit où les joueurs NBA, il y a quand même pas mal d'avantages à jouer à Phoenix. Mais c'est vrai, c'est vrai. Hein. Ah oui, de toute façon, rien que le temps. Hein. Il fait beau toute l'année. Il fait chaud trop, il fait trop chaud l'été. Ouais, dès que vous êtes compétitif, vous attirez des joueurs et tout. Mais... Et puis est-ce que. Non, la vraie question, c'est enfin, pas vous, mais qu'est-ce que les Suns. Je trouve que ça s'articule autour de est-ce qu'on cherche à être a priori à retourner en finale. En gros, hein, on va le poser comme ça. Est-ce qu'on veut retourner en finale avec Booker? Et donc, on a. Tu mets un peu, si elle est lointaine encore, mais tu te mets à un cycle de 4 ans. Et tu te dis, dans ce cycle de 4 ans, je pense qu'on peut y arriver, je suis prêt à tout. Ça veut dire que tu envisages, par exemple, c'est quelque chose qui pourrait être envisageable, autour de Jalen Green, tu es ambitieux, tu mets même des jeunes. Parce que là, cette année, ce qui est bien, c'est que tu as développé des joueurs, tu leur as rajouté de la valeur, et tu sacrifies, entre guillemets, une partie de ton avenir à long terme pour être compétitif tout de suite. Tu accélères un peu les choses. Tu essayes de faire un trade où tu fais venir un deuxième joueur All-Star à côté de Booker. Ou est-ce que, comme cette année l'indique aussi, tu te dis, en fait, tu as le luxe de continuer à développer des joueurs qui peuvent être bons sur la fin de Booker et. En gros, est-ce que tu fais comment dire, tu cherches pas trop à être ambitieux trop vite, quoi. Mais moi, j'ai un peu peur qu'avec le succès, si l'an prochain vous êtes de nouveau bon et que vous repartez comme une saison comme ça, je pense que les discussions, ça va être inévitable quand il y aura des gros poissons. Je pense que ça va être inévitable les trucs du genre, en fait, comment dire, Iguodaro plus s'il y a encore Jalen Green par exemple, plus machin, et vous allez dans les discussions pour les joueurs All-Star. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. Oui, c'est. Mais je pense que c'est inévitable. Si vous continuez à être bon, parce que tu peux pas. En fait, tu peux pas être dans une dynamique ascendante en NBA et t'en contenter. Le système fait que tu vas te sentir obligé de devoir accompagner Booker. Malheureux. Et ça peut être presque un piège. Moi, j'ai du mal à imaginer ça parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, aller chercher un All-Star qui est à peu près demandé, le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, enfin, le souci en NBA aujourd'hui, c'est la valeur d'un pick. C'est-à-dire que vous l'avez souvent parlé sur Trash Talk, c'est le côté où aujourd'hui, un pick a plus de valeur qu'un joueur talentueux. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, les Suns, ils ont que dalle à envoyer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est en train d'aller, il faut qu'on essaye d'aller c'est pas carotte une équipe, mais d'aller leur vendre en disant, bon, nous, on veut bien ton joueur All-Star, par contre, mec, on n'a pas de pick, par contre, on te file Jalen Green. Et aujourd'hui, tu es obligé d'aller chercher. Mais Giannis, par exemple, je pense, par exemple, effectivement, vous êtes hors course parce que les mecs vont donner des joueurs plus des pics et vous pouvez pas vous aligner. Enfin, à moins que, d'ailleurs, ça vous dirait, vous ne pouvez pas le faire, Giannis, de toute façon, je pense, même si tu donnes Giannis. Non, on est obligé d'aller des joueurs, comme il a dit Thierry. Là, je pense qu'aujourd'hui, les Suns, le seul moyen qu'ils ont d'aller chercher un joueur bon au niveau All-Star, équivalent à Booker, on peut dire ça comme ça, je pense, c'est d'aller chercher un joueur que l'équipe veut qu'elle parte.
faut aller par chercher exemple, un joueur. Attends, j'essaie peut-être une Ouais. connerie, mais je pensais à... C'est quoi la contrepartie que donne Utah pour Jaren Jackson, par exemple? Énorme, c'est énorme. C'est énorme. Ouais. Les tours de draft. Il y a beaucoup de pics. Je sais qu'il y a des pics, Ouais. mais il y en a un. Il y en a au moins 3, non? Ouais, c'est trois firsts. En fait, c'est Bah, ça c'est le comme problème. Desmond Bain. Hein. Le problème, ouais, en fait, le problème des joueurs qui sont pas dans les rumeurs, on l'a vu, il y en a 3, c'est ça, c'est les Jaren Jackson, Desmond Bain, Rudy Gobert. C'est des gars, il n'y a jamais eu de rumeur. C'est-à-dire que tu sais, quand tu es transféré, on va pas se mentir, on est genre, quoi, ils sont trade. Mais pourquoi ils sont trade? Parce que tu as vu ce qu'ils envoient derrière, c'est énorme. Tu peux pas vers ça. Tu es obligé de viser des mecs comme Trae Young. Des mecs que la franchise, elle en a plus rien à faire, elle veut juste se débarrasser du contrat. Et là, elle s'en fout du pic. Mais Parce ça qu'en peut fait, vous tout ce qu'elle éviter de veut. tomber dans le piège de filer 4 pics pour Desmond Bain, quoi. Et Tant donc, mieux. moi, Limite, c'est un mal pour un bien que vous n'avez pas les pics parce que vous n'allez pas faire cette connerie de donner Ah plein bah là, de on peut pics plus en pour un faire. mec. Hein. Et moi, je Mais, pense qu'il faut. ça vous enlève les Giannis et compagnie, mais je pense que dans la course à des Zion, des mecs comme ça et tout, t'as les assets pour le faire. Voilà, je suis tout à fait d'accord. Et moi, je pense qu'il faut faire dès cet été parce que je pense que la cote de Jalen Green, elle n'est pas si dégueu. Je pense qu'il est jeune. Je pense qu'il a du talent. C'est-à-dire qu'il lui faut un autre cadre, globalement, je pense. Et je suis d'accord avec Thierry, je rejoins Thierry. Zion, c'est vrai que j'y avais pas du tout pensé. Très intéressant. Moi, il y en a un qui m'avait proposé un autre meneur, mais je pense que ça coûte peut-être plus cher. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est Josh Giddey. Je suis pas. Intouchable. Ah ouais, intouchable? Ouais, Ok. Ouais, je pense que Chicago, puis j'ai un problème quand même avec Josh Giddey, moi. Josh Giddey, j'ai l'impression que c'est Ricky Rubio, si tu veux. C'est un mec qui t'aide un peu à évoluer, mais pas aller chercher quelque chose. Il va pas te faire step up. Pas plus que ça, on va Chicago, dire peut-être. compliqué. Je vois pas Chicago, ils ont. Putain, Ils là, vont le garder. D'un côté, tu peux te dire ils vont lâcher, mais c'est quand même. Enfin, leur jeu repose autour de Josh Giddey. Je sais pas, j'ai du mal à les. Mais faut voir ce que toi tu l'as. Ouais. Bah écoutez, hein. On a fait un bon tour, messieurs. Est-ce que vous avez des petites choses à rajouter sur la saison des Suns ou pas du tout? Non, on était pas mal. Hein. De toute façon, nous, on va refaire des petits bilans plus spécifiques là sur la suite pour vous occuper un petit peu pendant l'été. Hein. Pour conclure cette vidéo, est-ce qu'on peut pas dire que et la fanbase des Suns et la fanbase des Kings sont satisfaits de la saison pour des choses totalement différentes, hein? Nous, on est revenus dans le game et vous allez pouvoir peut-être enfin tourner une page. Je sais pas, on est un peu d'accord là-dessus. Voilà, c'est pas pour les mêmes raisons. On est quand même content de ce qui s'est passé dans cette saison régulière, peut-être. Je sais pas, toi, Simon, t'en penses quoi? Si, bah, je veux pas parler au nom de tous les fans des Kings, même si on n'est pas 5000. Enfin, en France, en tout cas. Oui, en France, oui. Mais ouais, ça fait du bien, même si en fait c'est un paradoxe, tu vois moins les matchs, mais au moins tu dis que la saison prochaine, il y a T'as une direction. Un calvaire, c'est un peu dur, mais voilà, t'as une direction. Je pense que ça compte, t'as une direction, tu vas être excité parce que normalement, un top 4, top 5 rookie minimum, Maxime, Clifford, il y a quand même. Voilà. Après, t'as plus du tout l'espoir de voir des playoffs ou tout ça, mais au moins c'est fait. Donc, parce que le problème, cette saison, je pense aussi qu'il y a de la déception parce qu'il y avait un espoir au début, l'effectif il est mal foutu, mais il y a quand même du talent. Tu te dis peut-être que, pas une saison comme vous, mais un peu comme peut-être plus sur le modèle avec l'âge des joueurs et tout. Les Warriors. Ouais, ou bon, bref, mais j'allais dire presque même un truc à la Philadelphie, même si c'est très différent, mais où en fait ils ont entretenu quand même un niveau de compétition. Enfin, tu pouvais te dire peut-être qu'on va le play-in et qu'en fait après sur un match on a du talent machin et puis peut-être qu'en play-off voilà tu te racontes un peu, tu te fais le film quoi, et en fait le film il est putain le 12 novembre le film il est fini quoi. Ouais mais c'est vrai, mais dites d'entrée hein. Bah après c'est pas plus mal, mais t'as pas d'espoir. J'ai dit non quand tu m'as dit c'est la pire saison, par contre celle où le plus vite c'est genre ça a fait pchit, c'est fini, il n'y a plus rien à attendre, ça oui, par contre ça oui, mais il y avait des saisons hautement plus désagréables parce que les joueurs étaient en plus relous quoi. Là je trouve que ça compte pour moi. Les joueurs ont été assez. Au moins pour ça, c'était assez cool. Quoi. Les joueurs sont bien comportés, il y avait une bonne ambiance entre eux. Le groupe, voilà, c'est con, mais ça avait l'air cool. Quoi. Ouais, il n'y a pas eu d'histoire, c'est cool quand c'est comme ça. C'est encore plus. Pardon, mais la fin de Cousins, on fera pas pire. Quoi, tu vois. Ouais, c'était horrible. Et puis en plus, l'équipe que tu n'as même pas envie de voir gagner, c'est équipe insupportable. Quoi. Ouais, il dégoûte. Ça, c'est chiant. À un moment, on a une équipe. Non, moi, je voulais. Vous avez encore 2 minutes ? Bien sûr, oui, bien sûr. Moi en fait je vous avoue j'avais un truc enchaîné, je suis tellement en retard que du coup je vais le repousser donc, en fait, Merde, désolé. non mais tant mieux, ça arrange bref c'est un rendez-vous, c'est pas très entre temps et arrivé l'heure d'aller chercher de faire ça, et ce que je disais chercher parce que je cherchais à savoir pendant que je parlais avec vous, c'est quoi votre favori, on va dire, je vais vous poser comme ça, vous voyez quoi comme finale et vous aimeriez bien vous aimeriez bien voir quelle équipe crée la surprise là pendant les playoffs? Évidemment. Bah, vas-y, je commence, je te laisse commencer. Vas-y. Non, vas-y, commence.
Bah moi, je vois comme toi, j'avais vu la finale OKC-Boston, mais la surprise, celle que je kifferais, je l'avais mis sur les réseaux, c'était Détroit. Détroit, quand même, je sais pas, ça a quelque chose. J'adore leur groupe, j'adore cette équipe-là, j'adore leurs joueurs. Et j'avoue que, je sais pas, ça fait partie des franchises un peu mythiques. Moi, c'est à mon regard à moi. Donc, Détroit, j'aimerais bien que ça la surprise. Désolé, je pense que beaucoup de gens me diraient les Spurs, Wemby, mais j'ai pas d'accroche spéciale avec les Spurs. Et j'adore Wemby qui est français, mais pas plus que ça. Donc, moi, Tu Détroit, peux ça me pas en ferait tant que fan kiffer. des Suns, normalement. T'as pas le droit d'être à fond. Tu veux avoir un Bah, peu de retenue. C'est comme c'est pas les ouais, Lakers, mais quand même. je suis comme les gens. Je suis pas un hater de Wemby parce que bah, il est français, c'est cool. Mais moi, j'ai ce truc en NBA où moi, j'aime tellement une franchise que moi, qu'il soit français, c'est cool s'il joue avec l'équipe de France. Mais après, il joue avec les Spurs, quoi. À partir de là, moi, je suis désolé, je m'en tape, tu vois. Ça me fait ni chaud ni froid, quoi. Donc, non, les Détroits. Je sais pas, j'ai un affect pour Détroit. Et j'ai toujours dit, si un jour le Booker il devrait partir, j'aimerais qu'il rentre chez lui à Détroit. Ça, ce serait beau, j'avoue. Mm. Booker à Détroit, il y a un moment où tu te dis quand même, ça peut être. Si, quitte à ce qu'il à le voir partir, j'imagine, ouais, t'as raison. Ouais. Toi, Thierry, vas-y, je t'en prie. Alors, finale, c'est assez délicat. Moi, l'équipe que je voudrais voir gagner, parce que je pense que ça serait une telle leçon, ça donnerait une telle leçon à beaucoup de GM et de propriétaires, ce serait Boston. Parce que je trouve que c'est absolument exceptionnel ce qu'a fait Boston cette saison. Le niveau de jeu et cette capacité. C'est pour ça que je crois en notre modèle et je crois en Jordan Watt. Être capable d'aller chercher des joueurs qui connaissaient Jordan Walsh, qui pensaient que Keita était capable de jouer à ce niveau-là. Enfin, Pritchard, les gars, c'est un mini Stephen Curry quand on le regarde jouer. Enfin, je trouve qu'aller trouver des joueurs, établir leur potentiel et les amener à ça, je trouve que c'est ça le rôle d'un coach et d'un staff. Et que juste construire à coup de trade inutile, c'est voilà. Donc Boston, j'adorerais parce que ça serait telle leçon. Après derrière, le problème, c'est trouver l'équipe à l'Ouest qui va sortir. Je pense que les Spurs seront trop justes. Il va manquer l'expérience. Il va manquer l'expérience. Voilà, maintenant s'il le faisait. J'aurais un petit affect pour Denver parce que Jokic est tellement incroyable. On se rend pas compte, je pense qu'il ce joueur-là, on s'en rendra compte 10 ans après quand il ait arrêté sa carrière. Enfin, c'est quand même incroyable qu'un joueur de ce gabarit-là soit capable et une telle influence. J'ai pas envie, voilà, les Rockets, on sait pourquoi, voilà, j'ai pas envie que Kevin Durant soit capable d'aller chercher une bague. Et bien sûr, les Lakers. T'inquiète, t'as pas trop à t'inquiéter, je crois. Je pense pas non plus. OKC, ce qui fait chier, c'est que s'ils commencent à faire une dynastie, ça va être comme ça, la NBA, ça pourrait être emmerdant à regarder jouer. Mais maintenant, ils sont tellement forts et tellement intéressants. Peu importe à l'Ouest, en fait, j'ai pas trop de préférence. Ouais. Mais Boston, Boston, je kifferais bien. Ouais, moi, là, malheureusement, comme chaque année, mais pour moi, la finale NBA, ça va être la finale de conf à l'Ouest, on va pas se mentir. Moi, à l'Est, je vois Boston aller en finale NBA, pareil. Trop fort, je sais pas, l'expérience, tout, déjà champion, enfin, c'est parfait. J'espère que les Pistons vont faire une bonne campagne de playoff. À l'Ouest, moi, je vois Denver sortir et je vois même Denver champion NBA. Je vois Denver champion NBA. Moi, je vois Denver sortir le Thunder. Je trouve que cette année, ils sont une forme de ils sont sereins, je sais pas, je trouve que pour le coup c'est le Thunder qui a la pression du back-to-back, donc j'ai presque envie de te dire que c'est pas que Denver n'a rien à perdre, mais Denver arrive presque en outsider et pour moi ils sont au-dessus. Je vois Denver aller en finale, je vois Denver battre les Celtics et moi j'ai une petite take et je l'espère du fond du cœur, j'ai vraiment envie que les Hawks sortent les Knicks dès le premier tour. J'ai trop envie de voir ça. Je sais pas. Quand tu demandes aux gens l'upset possible, c'est un truc qui revient. Hein. C'est un truc... Surtout la dynamique des Hawks depuis un mois, t'as l'impression qu'ils sont chauds comme la braise. Ouais, les Hawks, c'est fort. Ouais, les Hawks, mais. On a tous un peu ce petit truc. Les Knicks qui cagadent, c'est rigolo. Et puis, t'as le début d'un truc tactique où tu te dis, il y a toujours ce spec là, Bronson et Towns, dès qu'ils sont. Les Celtics notamment avaient fait ça, même si c'était perdu. Dès que tu arrives à les isoler un peu du reste. En fait, dès que tu rends leur défense moins collective et que tu arrives à en isoler des éléments, tu as deux éléments hyper prenables pour plein de joueurs NBA qui sont Bronson et Towns pour des raisons différentes. Hein. Donc, c'est vrai que si ça devient tactique mais par contre. L'autre côté des Knicks, moi, il y a un chemin aussi où je me dis, en fait, ils arrivent à rester cohérents et ils sont bien coachés. C'est quand même une équipe qui a beaucoup de talent, donc peut-être que le talent, on va comprendre. Je suis d'accord avec toi, le Hawks Knicks, ça peut devenir très, très, très intéressant. Et moi, j'en lâche une, j'aimerais bien voir Charlotte, au moins en playoff. Oui, j'aimerais bien.
J'ai kifferé Détroit Ouais. Charlotte en premier tour. Je crois que je serais. De toute façon, je vais tout mater, mais Détroit Charlotte, Ouais. wow, je C'est sûr kiffe. que de toute façon, Orlando, en plus, c'est un truc, même eux, ils ont pas envie d'y aller. C'est Ouais, clair. c'est vrai qu'ils donnent pas trop l'impression Franchement, d'avoir envie Orlando, d'y t'as aller. l'impression qu'il y a un truc qui s'est cassé, quoi. C'est bizarre quand même. Moi, je peux te dire qu'à 4h du matin, quand le match est terminé et si Orlando est éliminé, à 4h02, Mosley est licencié. Ah C'est ouais, sûr. non. Et puis, même s'il passe au premier tour et tout, Ouais. le communiqué, il est déjà prêt. Il y a un truc. Ouais. Et Frank Non, Wagner, c'est pas mal, C'est pas Franz mal. Wagner. Moi, je vous avoue, pour finir, quand je l'ai mal exprimé dans le free flow, enfin, je l'ai pas mal exprimé, mais le fait que le dernier match, là, Denver Spurs et tout, je me suis dit, putain, en fait, vous savez, c'est comme dans le film, là, les deux, ils auraient limite dû faire une coalition et en dire, allez, cette année, c'est nous qui allons, et l'autre, tu te couches, parce que j'ai l'impression qu'ils vont se vampiriser. En fait, Denver, du coup, comment dire, si Denver était à la place de San Antonio, j'aurais mis Denver en finale NBA, parce que je me dis, ok, ils ont l'avantage du terrain, un cran de plus, donc ils l'ont au deuxième tour. Et donc, ils arrivent. Le seul exploit, entre guillemets, c'est d'aller gagner le Thunder sans l'avantage du terrain. Mais là, il faut faire et les Spurs et le Thunder sans l'avantage du terrain. Donc, j'arrive pas. Et les Spurs, je me dis, bah, en fait, ils vont en gagner un, par exemple, ce que j'ai fait, et pas l'autre, parce qu'ils n'ont pas l'expérience. Alors que t'aurais. Vous voyez ce que je veux dire? T'aurais eu tous les. Ils auraient dû faire une coalition pour niquer le Thunder. Ouais, cette année, on vous laisse, mais l'année par prochaine, contre, c'est pour nous, quoi. Un truc comme ça. Mais le problème, c'est que t'es Denver, tu peux pas, parce que les Spurs, ils font flipper de ouf. Ça va être sympa. Ah, là. Ça va être sympa, les Spurs. à Le- l'ouest, comme d'hab, hein. Ouais. Non, j'avoue que si Denver arrive à le faire là en tapant des séries sans l'avantage du terrain, peut-être que je donne trop d'importance à l'avantage du terrain et tout, mais qu'il retourne en Mm. Mais ce qui est bien, avec ce truc des trois monstres là à l'ouest et comment ça va jouer, normalement, s'il n'y a pas de. À l'est, je m'en fous, ils peuvent faire ce qu'ils veulent comme l'an dernier. S'ils veulent, les Raptors, même, ou je sais pas, moi, Charlotte, qu'ils aillent en finale, on s'en fout. On s'en fout. En vrai. Je serais pas déçu. Enfin, quoi qu'il se passe, je serais pas déçu. Mais à l'ouest, j'ai pas envie qu'il n'y ait pas Denver-San Antonio, puis je sais, le gagnant de ça contre Oklahoma. Vous voyez ce que je veux dire? Je Ouais. suis pas pour clair. Oklahoma, mais si il tombe avant pour qu'il soit privé du truc, je serais un peu genre, bon, c'est cool d'un côté et bravo, je sais pas qui va aider, tu vois. Mais je veux qu'il y ait l'enchaînement Denver Spurs en 7 et Oklahoma contre le gagnant de ça. Non, mais Denver, s'ils gagnent, si vraiment ils vont au bout cette année, enfin là, le parcours qu'ils doivent faire, c'est la folie. Parce Le que, problème, c'est que le parcours d'Oklahoma est un peu plus aisé. C'est quand même la meilleure Ah ouais. équipe qui a qui a le parcours. parce que là, rien que Minnesota, ils l'ont très bien dit, tes compères à Trash Talk, c'est le premier tour, quoi. Minnesota, Denver, c'est la folie. Tactiquement, Ouais, en termes de joueurs. Je trouve qu'on les survend en Minnesota. Ah ouais, moi je j'ai trouve l'impression qu'ils sont cette année, bons. Moi. Cette année, ils sont moins bons, j'ai l'impression. Ah ouais, Je mais je trouve trouve qu'il y a un que, vrai gap avec Denver. Denver est largement au-dessus. Ah, oui. ouais, mais je trouve que quand ils arrivent en playoff, c'est une équipe qui est solide. Ils Ouais, savent C'est ce vrai, qu'ils mais doivent faire. ils ont déjà gagné contre Denver, donc c'est Ouais, quand même ouais. un espèce d'avantage psychologique énorme. Ah. Et ils ont gagné plus ou moins avec 6-7 mecs qui seront sur le terrain cette année. Ils ont gagné, il y a juste pas pu Alexander Walker. Quoi, en gros. Ouais. Moi, je pense J'ai que des ça va être bêtises. serré. Oui, attendez, quand ils gagnent, il y a déjà Randle ou c'est encore avec Oui, il y avait Randle. Ouais, c'est l'homme. Je crois que c'est avec Randall, ouais. Ouais, c'était avec Randle. Ah, attends. Non, c'était pas avec Karl Anthony Towns, tu as raison. Non, c'est avec Mm. Towns. T'as C'est raison. avec Steve. Towns, c'est avec Towns, Ah oui, et il se fait ils sont transférer l'année d'après. l'été d'après. Et en fait, parce que ça fait qu'un an, et l'année dernière, ils perdent Contre les Thunder. Contre le Thunder en finale de conf. Ouais. Non, en finale. Ah, qui, Denver, tu veux dire? Non, je parlais de Minnesota. Ah, Minnesota, Ils battent les ils perdent en finale de conf contre le Thunder. Bah Ils oui, se font puisqu'il y avait- péter. C'était le deuxième- c'était le deuxième tour. Oui, non, dans ma tête, c'était Denver-Oklahoma, la finale de conf. En fait, Minnesota, ça fait 2 ans qu'ils vont en finale et ils sont bons, mais dès qu'ils arrivent en finale, c'est fini. Ils se font plier. Non, mais là où tu as raison, c'est que c'est les quatre meilleurs. En fait, tu as les trois meilleures équipes, on les a dit. La quatrième pour tout le monde, c'est sans doute Minnesota. Et il y en a déjà 2 des 4 qui s'affrontent au premier tour. Quoi. Ouais, c'est la folie. Bah, c'est la dure réalité d'Ouest, malheureusement. Mais bon. Ouais, voilà, mais ils avaient qu'à pas faire les cons, Minnesota. En vrai, C'est Minnesota, ça. ils doivent finir 3-4e. C'est Oui. leur faute. Hein. Pour moi, les résils, Oui. c'est les Lakers aussi haut. Hein, pardon, hein, mais. Pour moi, les Lakers, ils vont se faire voler. J'adore Doncic, hein, mais ils vont se faire voler. Mais ils vont pas se faire voler. Ils auraient eu le groupe au complet, ils avaient une équipe de fous là, en fin de saison. Ça aurait été incroyable. Je pense qu'ils auraient pu éliminer Houston. Mais là, ils ont trop de blessés. C'est le karma. C'est le karma de Nico Harrison. Il restait un tout petit peu de vaudou. Il a appuyé Ouais. sur le bon truc là. De ouf. C'est Doncic au pire. Ah, je suis triste pour eux. Non, je déconne. Bon, on a fait un bon ton, messieurs. Je sais pas si vous avez des choses un petit peu à rajouter ou pas. On était pas mal. Hein. Ah, c'est pas Bon. mal. Écoutez, on souhaite une très bonne intersaison à nos fans des Kings. On croise les doigts pour la loterie. Franchement, on est de tout cœur Ah, de avec ouf. vous. Ouais. Voilà, on veut un first pick. Je touche du bois. J'espère que vous allez avoir Moi aussi, j'en ai.
un bel avenir devant vous. Nous, on espère, comme je vous le disais, on est le 17 avril, avoir une petite suite de off-season, même si on va se faire balayer par le Thunder si jamais on y arrive face aux Warriors. Et on espère aussi un bon été pour avoir une bonne suite. Je vous invite, parce que peut-être que tout le monde ne regarde pas, mais allez voir les Week Pass, parce que je trouve que vraiment vous faites un super taf. Simon, je trouve que c'est vraiment très intéressant. C'est un format qui change un peu. C'est plein de boulettes, j'adore. C'est très agréable à écouter. Moi, j'écoute ça dans la bagnole en allant au taf. Donc vraiment bravo, c'est un super taf. Et du coup, je conseille à tout le monde d'aller regarder ça. C'est hyper divertissant. Et puis ça change, c'est un nouveau contenu un petit peu, de voir aussi du nouveau visage sur Trash Talk, c'est vachement intéressant. Donc bravo, vraiment bravo pour ce format. Ouais. Non, c'est cool parce que c'est vrai que le défi était de faire quelque chose de, comment dire, qui respecte les codes de Trash Talk, mais qui soit pas animé par Alex et Bastien. C'est pas évident parce qu'ils sont énormément pour l'identité de la chaîne Trash Talk. Ouais. Donc tu dois être quelque part cohérent ou dans la lignée, mais tu dois aussi être suffisamment différent et complémentaire. Donc on a mis du temps, on a mis un peu de temps à le penser et aussi à aligner le voilà. Mais je suis content parce que tout ce temps qu'on a pris, j'ai l'impression, était non seulement nécessaire mais bénéfique parce que on est ça tout. On a compris ce truc de ok, c'est du trash talk mais c'est pas Alex Sébastien mais c'est cool quand même, enfin, et c'est autre chose, comme tu l'as dit, c'est un autre ton mais qui ne jure pas dans la chaîne et qui vient compléter les apéros, les top 10, tout ce que tu veux, et donc on est content, quoi. Ouais, vous avez créé votre identité, c'est très cool. Ouais, et puis Robin est vraiment, moi, il prend de plus en plus, il a beaucoup progressé, tu vois, là, ça lui a fait du bien très vite d'être jeté un peu dans le bain, parce que c'est vrai que pour lui, on le voyait finalement assez peu en vidéo, on l'avait assez peu vu, et d'un coup, il y avait, je présente la nouvelle émission de Trash Talk, c'est genre, wow. Mais moi, c'était finalement très bien. Super. Une vraie découverte, donc bravo à vous. On vous invite, je vais pas vous dire d'aller vous abonner à Trash Talk parce qu'a priori vous l'êtes tous déjà, mais bon, un peu d'humilité chez Ron Son s'il vous plaît, on sait jamais, sinon allez-y. Puis n'hésitez pas aussi à vous abonner sur les comptes Twitter, X pardon, de Simon, et puis à nous également, n'hésitez pas à vous abonner quand même, à lâcher le petit pouce bleu comme d'habitude, voilà, on connaît. Merci beaucoup Simon, c'était un vrai plaisir pour ces 2 petites vidéos. Tu reviens quand tu veux. Je commence à avoir mes petites habitudes, c'est pas mal. C'est bien, c'est impeccable ça, c'est impeccable. Faut les garder maintenant. Voilà, je sais pas, je sais pas si Thierry et Mathieu là, vous deviez pas aller essayer au Grand Rex ou je sais pas quoi là, vous avez réussi à avoir vos places ou je sais pas quoi. Non, on peut pas au final, c'est décalé. Trop tard, cette année ça tombe mal, mais c'est vrai qu'on aimerait quand même aller faire un petit peu au Grand Rex pour. Je pense que je vais croiser Alex, mais au kart show. Je vais au gros kart show à Paris, donc je pense qu'il sera présent. Oui, donc ça sera l'occasion. Impeccable. Par contre, on se donne rendez-vous dans un an pour le preview du playing Suns Kings. Ça serait bon. Ça pourrait être sympa. En attendant un jour une finale de conf. Ça serait merveilleux. Allez. Là, je touche une forêt entière. Je peux vous dire, c'est une forêt entière que je. C'est clair, là, c'est la forêt amazonienne qu'il faut toucher là, parce que. Moi messieurs, merci beaucoup pour ces 2 petites vidéos. On souhaite de bonnes vacances aux fans des Kings. Nous on souhaite une bonne suite. On verra l'avenir, ce que l'avenir nous réserve. Vous aurez déjà l'avenir qui sera, parce que vous aurez, au moment où ça sort, vous aurez déjà tout ça qui se sera passé. Donc merci à tous de nous avoir suivis. On vous fait des gros bisous, puis on vous dit à une prochaine pour de nouvelles vidéos. Merci Simon, merci Thierry, merci Mathieu. À une prochaine. Simon. À plus. Salut, ciao. Ciao, bye bye.